Un coup de massue pour le Congo qui perd la tête de la direction générale de l'UNESCO face à l'Égypte. Un revers amer pour Brazzaville qui espérait voir un de ses fils accéder à cette prestigieuse institution. L'annonce des résultats a été faite le 6 octobre 2025 par un communiqué de la dite institution. Qui peut expliquer cet échec foudroyant? Est-ce que la diplomatie congolaise aurait péché? Que doit faire le Congo face à ce résultat? Autant d'interrogations que nous parlerons ce soir dans les chroniques des BFN avec Bruni Fortuna. Merci à vous d'avoir choisi Tcheleka Media, votre chaîne républicaine. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Bruni. Bonsoir Gabriel. Merci à toi d'être avec nous. Je vous en prie. Bruni, quelle lecture faites-vous suite au communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation du décès de monsieur Alain Roger Koumou au Bombi? Il faut préciser, c'est plutôt le communiqué de la direction du commandement de la police nationale qui a amené de mettre cette opération pour interpeller en un laps de temps, parce que vous savez que des criminels comme nous les avons vus issus à la télé qui opèrent depuis des années, qui sont des criminels, on va dire, entre guillemets, et professionnels et pas les moindres, qui sont habitués à commettre des graves crimes, les appréhender en un laps de temps. Il faut quand même, comme l'a dit le procureur de la République, il faut féliciter l'opération de la police nationale, une opération menée de maître, comme je le disais tout à l'heure. Oui, mais le communiqué, c'est pour annoncer officiellement que c'est criminel, parce que vous savez que celui qui a été dont on a ôté la vie n'est pas c'est un citoyen congolais, puisque quand je mets cet accent, je ne veux pas le différencier des autres qui ont connu les mêmes crimes, mais c'est quand même un cadre dans ce pays, pas les moindres, et qui aujourd'hui n'est plus sur cette terre pour avoir été donc, j'ai envie de dire, assassiné et par ces criminels. Donc, il fallait quand même, comme la police a l'habitude de le faire, même quand elle interpelle les bébés noirs, elle interpelle n'importe quel citoyen en infraction, la police la présente toujours d'une manière ou d'une autre à la presse, où c'est le procureur qui va sur le terrain pour la reconstitution des faits. Et cette fois-ci, la police donc s'est fondue d'un communiqué, pour informer l'opinion nationale, puisque tous on était inquiets quand on arrive à Brazzaville à vivre des telles scènes horribles où les gens peuvent allègrement, en toute impunité, en toute liberté, entrer dans les domiciles et commettre les crimes et partir, surtout à Brazzaville. Il était quand même de bonne loi que la police informe officiellement la République, les citoyens, l'opinion nationale et même internationale de l'interpellation de ces criminels et finalement de la suite de cette procédure, donc la remettre à la disposition de la justice, pour ne pas parler du procureur. Nous avons constaté que jeudi, le procureur est allé sur le terrain pour reconstituer les faits, comment tout s'était passé, et finalement, ça a permis à tout le monde de savoir réellement comment ces derniers ont opéré. Et donc, la suite, c'est la justice qui mène ce communiqué, qui mène donc la suite de la procédure. Le communiqué, c'est une bonne chose que la police informe l'opinion, informe la population. Cela aussi peut apaiser les uns les autres, parce que si ces criminels sont en cabale, celles-ci sont en fuite, ils peuvent se permettre aussi d'autres crimes. Donc il était important quand même, puisque tout le monde s'attendait qu'ils soient arrêtés, tout le monde s'est interrogé sur leur identité, et finalement nous avons tous su qui sont-ils, et pour la plupart parmi eux, ce sont des professionnels criminels et qui opèrent depuis longtemps. Parmi les assaillants, Bruni, on retrouve un prisonnier qui est censé purger sa peine et qui se retrouve dehors. Comment peut-on l'expliquer? Oui, mais c'est la faille de l'appareil judiciaire aussi, et même de l'administration pénitentiaire, il faut le signaler, et pour ne pas indexer directement le ministère de la Justice, puisque au sein de ce ministère, il y a toute une direction qui se occupe aussi des inculpés, en fait, et qui s'occupe de la gestion qui est chargée donc de veiller sur la bonne gestion de l'administration pénitentiaire. Et c'est ce que nous déplorons tout le temps, nous l'avons dit dans l'une des chroniques ici sur place. Il n'est pas le seul aujourd'hui à être
interpellés, transférés à la maison d'arrêt et finalement qui se retrouvent dehors. Il y a eu des bébés noirs. Il y a l'un d'eux qui a été, si j'ai la bonne information, qui a été interpellé, arrêté par la DGSP. Celui-là a passé 4 jours à la maison d'arrêt selon nos informations et après 4 jours il était dehors. Pourtant la police l'a remis à la maison d'arrêt sinon au maître du procureur. Et donc il y a plusieurs cas comme ça et cela démontre aujourd'hui la faille de cet appareil judiciaire, la faille de cet appareil administratif et même la faille du gouvernement dans le traitement des dossiers de ces criminels, puisqu'on parle ici des criminels, de la gestion même de ces procédures et comment est-ce qu'aujourd'hui les gens qui commettent autant de crimes graves peuvent se permettre librement de sortir de la maison d'arrêt et traîner dans la rue. Donc il y a toute une complicité, il y a toute une corruption, mais ce qu'il faut déplorer dans tout cela, c'est que finalement cela vient fragiliser les efforts de la police, vient même à l'instant décourager toute la population qui espère qu'un jour tout ce qu'on vit dans ce pays, parce que le Congo n'est pas un grand pays comme la RDC, comme le Nigeria et tout. Brazzaville n'est pas plus grande que Kinshasa. Donc à un moment donné, on peut comprendre que si la sécurité elle est bien menée dans ce pays, c'est bien organisé, on peut réussir quand même tant soit peu à sécuriser Brazzaville d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, si l'appareil judiciaire ne suit pas le travail de la police ou réellement ne complète pas le travail de la police, ça veut dire que tout ce que la police fait, tout ce qu'elle fait, les interpellations et même dans d'autres secteurs, il n'y a pas que les criminels. Et si on n'arrive pas à le faire, ça sera compliqué. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est aussi le problème des maisons d'arrêt, le problème des prisons. La maison d'arrêt de Brazzaville ne reprend plus. Il y a une population carcérale, pléthorique. Donc aujourd'hui, il n'est plus possible de garder les gens puisqu'il n'y a plus de place. Il faut donc voir au niveau d'Evo, il y a une grande prison qui peut être une prison de haute sécurité. Il y a aussi, si je me trompe pas, une autre en construction à Wando. Il faut donc que le gouvernement accélère ses travaux pour permettre que ceux qui sont interpellés à Brazzaville, jugés, puisqu'avant d'aller en prison, il faut qu'ils soient jugés, finalement qu'ils soient envoyés dans ces prisons qui sont plus ou moins éloignées de Brazzaville et qui sont hautement sécurisées pour permettre finalement que ces criminels purgent leur peine. Et après, il y a l'autre procédure, c'est de voir comment réintégrer ces citoyens. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, la police peut bien beau faire. Vous savez, il y a encore des bébés noirs, ils sont à peu près 3647, si je me trompe pas, et qui sont un peu éparpillés à gauche à droite dans les différents commissariats. Il y a à peu près 600 ou 700, si j'ai des bons chiffres, qui sont à Texaco, comment on appelle, au centre de détention, puisque c'est le centre provisoire de détention. Mais je puis vous dire, ces jeunes qui sont là-bas et qui sont en conflit avec la loi, bien sûr, ne sont pas jugés jusqu'aujourd'hui. Il faut que la police apporte la nourriture tout le temps. Vous le savez que la police elle-même n'a pas vocation à nourrir ces gens-là, ou finalement n'a pas suffisamment de moyens. Nous avons, par rapport à nos enquêtes, constaté que finalement ils meurent tous les jours, ou presque, pas parce qu'ils sont assassinés, mais simplement parce que vous avez des jeunes qui sont malades et qui tombent malades parce qu'ils étaient plusieurs aujourd'hui accros aux drogues. Finalement, cette période, voilà, peut être difficile pour eux. Ils mangent pas bien, ils sont pas traités, et ça peut causer des maladies. Et le lieu de détention, c'est pas approprié pour garder les gens autant de jours. Donc, finalement, quand on se rend compte, et il faut que la justice, il faut que le gouvernement trouve le plus tôt possible les moyens pour juger ces jeunes et voir celles et ceux qui sont reconnus coupables, qui soient incarcérés, et finalement voir après comment les envoyer dans les centres comme Aubeville. Mais malheureusement, aujourd'hui, cela ne semble pas préoccuper le gouvernement, ne semble pas préoccuper le ministère de la Justice, puisque ces jeunes sont là et ils sont nombreux comme ça. Donc, il y a encore plusieurs cas comme ça, où finalement, quand on ne peut pas garder au-delà de 72 heures, quand on a prorogé plusieurs fois la garde à vue, mais après un moment, on peut pas garder quelqu'un pendant 1 an, 2 ans dans les geôles, alors que finalement, sa place, c'est d'abord à la justice, il faut qu'il soit jugé, et après, il faut qu'il soit renvoyé. Il y a aussi
aussi des droits qui sont bafoués à ce niveau-là. Donc voilà un peu le fait de voir un grand criminel qui a été condamné par la justice être dans la rue. La question qu'on se pose, par quel miracle s'est-il retrouvé dans la rue? Restons sur les lieux de détention. Est-ce que on peut dire que le système pénitentiaire ou administratif serait défaillant ou la justice congolaise est démissionnaire? Il faut savoir qu'il y a, quand on parle de la défaillance ici, mais il faut pas qu'on se leurre ou encore qu'on se voile les yeux. Il s'agit bel et bien de la corruption qui gangrène tout ce système judiciaire ou juridique, comme le président lui-même l'avait dit. Parce que quand il parle du ver qui est dans le fruit, qui infecte le fruit, c'est pas seulement une histoire entre magistrat et magistrat, c'est aussi tout ce système-là où finalement il y a aujourd'hui les gens, semble-t-il, qui paieraient des grosses sommes pour que pour libérer certains détenus. Il y a pas mal de dossiers comme ça qui traînent jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de procès. Il y a des gens qui ont 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à la maison d'arrêt sans procès. Je vous parlais tout à l'heure de ces bébés noirs qui sont à la CNCS qui n'ont pas de procès, alors qu'on devrait le plus tôt possible organiser un procès public et médiatisé pour régler cette affaire-là le plus tôt possible. Donc, il y a une véritable défaillance, mais c'est d'abord et avant tout une question de corruption, mais aussi de déontologie et de professionnalisation de ce système judiciaire. Aujourd'hui, tout ce qu'on attend, c'est que la justice se réveille, et pour finalement organiser des procès quand il le faut pour ces actes de crime, ça nous permettra tous à la population de savoir réellement d'où est venue, j'ai envie de dire, la genèse même de ce phénomène bébé noir, et comment ils opèrent, et finalement, lesquels sont derrière, lesquels alimentent ces réseaux. Donc, il y a tout cela, et finalement, quand il y aura un procès, ça permettra au gouvernement de mieux gérer ces dossiers, de savoir quels sont les jeunes qui méritent aujourd'hui la réintégration, comme, par exemple, les envoyer au Béville, quels sont les jeunes qui finalement, qui sont peut-être irrécupérables, qu'on va envoyer en prison pendant tant d'années. Peut-être qu'après tant d'années, il peut peut-être prendre conscience et redevenir un bon citoyen. Je crois que c'est important d'organiser les procès. C'est une situation mais très 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 difficile parce que ce que je le disais tout à l'heure, si la justice ne suit pas ce que fait la police, ça va être compliqué. Là, la police a appréhendé ces criminels. Ils sont aujourd'hui aux mains donc de la justice, et si après le procès et que ces gens se retrouvent encore dans la rue, finalement celui qui est récidiviste, il va que représentera la justice et même la police face à ces gens, même si la police le rattrape encore dans un autre crime que je ne souhaite pas, mais que fera la police? Brony Fortuna, outre ce cas, il y a également le prolongement de l'opération de la DGSP. Est-ce que cela dénote l'inefficacité de la police? On en avait parlé. Il y a une chose qu'il faut comprendre, qu'il y a une hiérarchisation en matière de sécurité ou dans l'organisation des forces de l'ordre. Dans les grandes agglomérations, dont certaines opérations sont confiées à la police. Il y a une limite à ça. La police ne peut pas amener dans une ville toutes les opérations, surtout quand ça touche ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les grands criminels. Et quand ça touche vraiment l'instabilité du pays. Quand ça touche vraiment l'instabilité du pays. Pourquoi je dis que, pour répondre avant de répondre à votre question, je veux circoncire quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, les bébés noirs dont on parle ne sont plus des jeunes qui ont faim, des jeunes qui ont un petit couteau dans la rue, qui grimacent, mais ce sont individuellement, mais ce sont des jeunes qui se sont bien organisés. Ils se sont bien organisés aujourd'hui. Ils ont des groupes avec des dénominations. Ils ont même initié un langage qui leur est propre, un langage connu que d'eux, un langage qu'ils utilisent entre eux, compris que d'eux-mêmes. C'est tout un réseau bien structuré avec des chefs, avec des ambitions précises. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes un homme en uniforme. Si ils vous connaissent pas, ces jeunes dans différents quartiers de Brazzaville, vous ne pouvez pas avoir accès à votre quartier
ou à votre domicile s'il fait tard. Ce sont des jeunes bien organisés qui ont développé des objectifs précis. Tuer, assassiner, ça devient un plaisir. Donc, chaque jour ou presque, ils planifient les tueries, ils planifient les crimes. Ils ciblent même certaines personnes par rapport à leur profil. C'est parce que on n'a pas l'habitude au Congo de communiquer sur ces crimes-là, mais sinon on aurait su que tel individu a été tué parce qu'il avait tel profil. Donc, à ce niveau, on ne peut plus continuer à penser qu'il s'agit d'une question d'exode rural, d'une question du banditisme. Ça dépasse le niveau du banditisme. Voilà. Et donc, quand ça atteint ce niveau de criminalité, quand ça atteint ce niveau aussi dangereux, il faut une force beaucoup plus supérieure qui vient compléter ce que la police a déjà commencé à faire. Donc, ce n'est pas une défaillance de la police, c'est vrai. La police à elle-même, comme dans tous les secteurs de la République, dans tous les domaines de la République, la médecine, l'enseignement et même la communication, des failles, des manquements, oui, des fripons, comme on le dit. Ça se trouve partout. C'est vrai que cette police n'est pas aussi suffisamment équipée. Je peux vous prendre un exemple. J'ai vu des gens qui disent, mais vous pensez que la police n'est pas équipée? Comment est-ce que pendant les défilés, nous voyons les engins? Ok, très bien. J'ai mené mes enquêtes. Pardonnez-moi de le dire ici, mais allez vérifier vous-même. Il y a une brigade qui s'occupe des criminels dans ce pays. Une brigade d'intervention rapide, je pense. J'ai mené mes enquêtes, je me rends compte qu'ils n'ont pas assez de véhicules. Je n'ai pas envie de donner le nombre de véhicules pour Brazzaville parce que ce sont des secrets d'État et quelque chose comme ça. Je n'ai pas envie de livrer ça. Mais ils n'ont pas suffisamment de véhicules, comme on l'appelle ici couramment des BJ, pour mener à bien leur opération à Brazzaville. C'est pas suffisant à mener ces enquêtes-là. Ces policiers-là, pour la plupart, dorment dans ces véhicules. Ils payent le carburant eux-mêmes pour leurs véhicules. Dites-moi, vous savez que c'est une tentation grave. Quelqu'un peut, à un moment donné, ils sont en difficulté, quelqu'un peut leur offrir les moyens, acheter du carburant. Eh bien, si c'est le criminel qui leur offre ça. Est-ce qu'on peut justifier cela? Je vous dis, la corruption est là. C'est possible que les gens tombent dans le piège. C'est possible. Imaginez-vous qu'il soit quelque part, il n'y a plus de carburant, il ne peut pas sortir. Mais il y a quelqu'un qui apporte un bidon de 25 litres et dit, moi, je peux vous dépanner. Mais celui qui apporte, c'est le criminel. Quel courage aurez-vous de prendre son carburant et de le prendre? Ça peut arriver, vous pouvez le prendre aussi. Donc, ce sont ces difficultés-là dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la République qui fragilisent parfois les opérations menées par la police. Donc la DGSP, l'opération de la DGSP n'est pas la négation, je le disais, de l'opération coup de poing ou encore la négation de la force de frappe de la police, de la puissance de la police et de la gendarmerie. C'est plutôt un complément parce que ce phénomène des bébés noirs a dépassé même le niveau du simple banditisme. Ça devient des bandes de criminels bien organisés et certains parmi eux, vous avez vu, étaient déjà armés. Mais imaginez-vous ce que nous ne souhaitons pas qu'un jour que ces jeunes se dotent des armes à feu. Imaginez-vous. Et vous savez qu'une guerre dans la ville, c'est pas du tout un gâteau. Donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, la DGSP, qui a ses prérogatives, qui a ce devoir, a ses missions, c'est aussi les missions de la DGSP, se lance dans cette opération pour appuyer la police. Donc, on peut pas aujourd'hui parler de la défaillance ou de la faiblesse de la police. Jusqu'aujourd'hui, la police mène au quotidien ces mêmes opérations. La police n'a pas arrêté. Sinon, on n'aurait pas arrêté ces criminels si la police avait croisé les bras. Finalement, la DGSP là, mais ils continuent de travailler ensemble. C'est les chefs, les commandants à la fois de la gendarmerie, de la police et de la DGSP, mais ils travaillent de temps en temps ensemble pour voir comment planifier ces missions. Donc aujourd'hui, la police n'est pas absente. Si la police décide en une journée de rester dans les commissariats, de ne pas être sur le terrain, vous allez constater les dégâts dans la ville.
Chaque soir à Brazzaville, vous les voyez dans les ronds-points, vous les voyez réguler la circulation, vous les voyez dans leur commissariat, vous les voyez sur le terrain. Ils n'ont pas cessé les patrouilles jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut pas comme ça incriminer. Mais j'ai bien dit que chaque secteur a des failles. Comme à la police, il y a des ripoux, il y a des gens qui sont corrompus, il y a des gens qui ne sont pas assez professionnels, comme dans la communication, comme dans la médecine, comme dans l'enseignement. Mais c'est des problèmes qui se règlent au fur et à mesure. Revenons à notre chronique du jour. On parlait de la défaite de Firmin Edouard Matoko à la direction générale de l'UNESCO. Brony, quel état étiez-vous lorsque vous avez appris la nouvelle? Oui, mais c'était une grosse déception parce que la grosse déception, c'est pas parce qu'on était trop sûr de l'élection de Firmin Edouard Matoko, non, mais parce que nous savions que c'était le meilleur profil entre ces deux candidats et on s'attendait aussi s'il y avait échec, mais qu'on pas ce score. De deux voix pour ne pas parler d'une seule voix. Donc c'était une grosse déception, une grosse surprise. Oui, le Congo n'a pas réussi, mais oui, mais avec combien de voix? 2 voix. Ah, mais c'était un scandale de l'entendre quand même. Voilà. Et on a commencé quand même à s'interroger. Comment sommes-nous arrivés à n'obtenir que 2 voix alors que Matoko, devant ses propres collègues de l'UNESCO et même face à plusieurs États où le Congo est passé pour la campagne, finalement, c'était le meilleur profil et ça, c'est incontestable. Matoko s'est montré très actif ces derniers mois avec le soutien du gouvernement, vous venez de le dire, qui a effectué des voyages à travers l'Afrique pour présenter le candidat et compter sur l'apport ou le soutien de ses frères. Tous ces déplacements ont donc servi à rien? Bon, on peut pas dire que les déplacements n'ont servi à rien, non, mais c'est une campagne. Une campagne, on parle d'une élection. Voilà, l'objectif c'était faire la ronde des 58 États pour convaincre ces États. Il faut savoir que le Congo entre en campagne pratiquement 2 ans après l'autre candidat, l'Égyptien. L'Égyptien annonce sa candidature en 2023, l'officialise en 2024, il se lance en campagne la même année. Mais c'est après, donc c'est 1 an après l'officialisation de comment on dit de la candidature de l'Égyptien que le Congo se lance avec beaucoup d'hésitation d'ailleurs après avoir beaucoup hésité dans cette campagne. Pendant ce temps, l'Égyptien a déjà fait la ronde. L'Égyptien est sur une campagne beaucoup plus technique, beaucoup plus économique que politique. Le Congo se lance dans campagne avec beaucoup d'hésitation, comme je dis, très en retard, finalement, n'a pas réussi à convaincre les autres. Mais vous avez constaté que pendant tout le temps que le Congo est passé dans ces 58 États, les discussions étaient positives. Ils étaient bien rassurés, le Congo était rassuré, par exemple, par le Burkina Faso, par le Gabon, par exemple, et même par la Chine à un certain niveau. Mais aujourd'hui, c'est le rapport des forces. Vous savez aussi, c'est une question de lobby. Donc, ces déplacements n'ont pas servi à rien. Ça a permis quand même au Congo d'être en contact avec ces États, de présenter quand même un candidat. C'est toujours bien. C'est toujours bien de se présenter à cette élection. On y va avec la sûreté qu'on gagnera, mais c'est une élection, on peut la perdre. Mais ce qui est important, c'est qu'on a aussi quand même, on a osé arriver à ce niveau. Ce qu'il faut retenir, parce que votre question peut avoir deux façades. La première face de votre question, c'est qu'il faut savoir que nous avons quand même réussi à dénicher un cadre, un compatriote qui était jusqu'ici ignoré des Congolais et même de l'étranger. Un haut cadre. Nous avons réussi à le faire sortir de l'ombre. Nous avons réussi à le présenter au monde. Nous avons réussi à le présenter dans le circuit diplomatique. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est Firmin Edouard Matoko, un brillant cadre. Donc, ce n'était pas pour rien, en fait, que le Congo n'a pas présenté un piètre candidat. Non. Le fait d'avoir le profil de Matoko pouvait motiver le Congo à aller très loin. C'est ce qui a été fait. Maintenant, l'autre face, la seconde face de votre question, c'est de savoir, mais oui,
parce qu'on a dépensé beaucoup de millions de francs CFA pour mener cette campagne. Est-ce que on n'était pas sûr de perdre? Est-ce qu'il fallait pas abandonner, comme la Mexicaine l'a fait? Pourquoi nous sommes allés jusqu'au bout alors qu'on savait qu'on pouvait s'arrêter et qu'on n'était pas sûr de gagner? Et quand on se pose ces questions, mais écoutez, vous savez, l'Égyptien ou l'Égypte a tenté combien de fois au même poste? En 2009, l'Égypte avait posé la candidature, battu à plate couture. En 2017, l'Égypte se représente encore, battu. Et finalement, pour la troisième fois, l'Égypte passe. C'est aussi ça les éléments qui peuvent permettre à l'Égypte de passer, parce que c'est pour la troisième fois quand même. Le Congo a tenté pour la première fois. Le Congo peut tenter pour la deuxième fois. Le Congo peut tenter pour la troisième fois. C'est pas un péché que le Congo ait tenté d'aller à cette élection, avec un très bon profil d'ailleurs. Mais donc, quant à la préparation, quant à l'organisation de cette campagne, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous avons eu un très bon profil, un homme qui a une très bonne carrière au sein de l'UNESCO, qui répondait carrément à tous les critères exigés, mais finalement, qui n'a pas réussi. C'est une élection. Mais il faut maintenant regarder les causes exogènes et endogènes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire prochainement? Quelles sont les leçons à tirer? Est-ce que par là, on peut dire que la diplomatie congolaise aurait perdu son efficacité au niveau international? C'est là où il faut maintenant s'interroger. C'est ça là où il faut comprendre les choses, parce que nous constatons depuis quelques jours comment les gens s'attaquent à affirmer Edouard Matoko, pardon, que finalement il n'était pas sûr de gagner, mais il a manipulé le gouvernement pour soustraire ou encore traire. Est-ce que le gouvernement serait un enfant pour le trésor et tout? Non, le problème n'est pas Matoko, pardon. Le problème ici, c'est l'État congolais. Parce que je parlais tout à l'heure des causes exogènes et endogènes, vous allez vous rendre compte que finalement, ce qui a aussi impacté négativement sur cette campagne, c'est le messager. Qui porte le message de Matoko? On peut considérer que Matoko est le message, un très bon message, mais c'est le messager. Le messager, c'est qui? C'est le Congo. Mais que devient le Congo dans le concert des nations? Depuis longtemps, vous allez vous rendre compte que on a déploré beaucoup de faits au niveau interne qui peuvent et qui ont terni l'image du pays. Regardez l'état de l'université Marengwabi actuelle. Vous savez que l'UNESCO s'occupe des systèmes éducatifs, n'est-ce pas? Absolument. Vous avez des enseignants qui ont plusieurs mois, un an, plusieurs mois sans être payés. L'université est dans une condition assez déplorable. Les conditions d'apprentissage. Et ça existe depuis plusieurs années. Mais c'est vous qui voulez être à la tête de l'UNESCO. Pour faire quoi si, à l'interne, vous n'êtes pas un bon exemple à l'interne? Je vais sur le plan culturel. Nous avons quoi de culturel qui peuvent aujourd'hui mettre à dos l'Égypte? Les bêtes de Luango jusqu'à aujourd'hui, ça fait plusieurs années que la première pierre a été posée. Ça remonte à 2003-2004. La vision du président Laurent, c'était de transformer les baies de Luango à l'image de l'île de Gorée au Sénégal. Jusqu'à aujourd'hui, ça traîne. Regardez Mbé, qui est considéré aussi comme le patrimoine, un patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait à Mbé? Pour que ce lieu soit attractif, qu'est-ce qu'on fait de la culture au Congo? Quel est l'état de la culture dans notre pays? Que fait le ministère de la Culture, le gouvernement dans ce pays pour se prétendre un jour dire que nous, avec tout ce que nous avons, les grandes salles de spectacle, la promotion des artistes, la promotion de la lecture, la promotion de nos valeurs, nos us et coutumes, quelle est l'identité culturelle du Congo pour qu'un jour le Congo dise oui, nous sommes prêts, nous, à prendre la tête de l'UNESCO? Vous avez déjà donc le messager qui est le Congo, pour ne pas parler des dirigeants du Congo qui ne sont plus les bons messagers. Et vous avez la gestion du pays au quotidien. L'image du Congo qu'on a à l'extérieur, c'est un pays corrompu. L'image qu'on a du Congo à l'extérieur, c'est un pays où les élections ne se tiennent pas d'une manière démocratique. L'image qu'on a au pays, du Congo à l'extérieur,
C'est un pays qui a beaucoup de richesses, mais qui peine à se développer. Donc, tous ces éléments peuvent constituer ou être les causes, j'ai envie de dire, exogènes et endogènes, de l'échec de Firmin Edouard Matoko. Et vous avez aussi le système, la stratégie adoptée par le gouvernement pour mener cette campagne. On a tous compris finalement que, oui, on n'avait plus le temps. Il fallait peut-être au même moment envoyer les ministres partout pour qu'ils parlent au nom de Firmin Edouard Matoko. Mais tous ces ministres-là n'ont pas un bon langage diplomatique. Tous ces ministres-là peuvent un peu susciter d'interrogations auprès de ces États qui les reçoivent. Comment pour un seul candidat, tous les ministres ou presque se sont lancés sur le terrain pour une seule campagne? Alors que vous avez le ministre des Affaires étrangères qui, depuis plusieurs années, puisqu'il est là depuis plusieurs années, connaissent que le code diplomatique. Vous avez certains conseils du président en la matière. Mais vous avez lui-même aussi, puisque nous avons vu l'Égyptien faire la ronde de ces États, des 58 États, accompagnés de chaque ambassadeur de leur État dans ces États. Donc, il y a eu trop d'amateurisme dans la manière de faire du gouvernement. On a compris finalement, ça nous a donné l'impression que c'était une sorte de gâteau où chacun voulait avoir sa part. C'est-à-dire que Firmin Edouard Matoko est venu comme, j'ai envie de dire, donner un deal au gouvernement. Il fallait que tout le monde ait sa part. Et donc, on a mis tout le monde sur le terrain au même moment. Et donc, quand on regarde cette stratégie de campagne, mais ça n'honore pas le Congo. Ça n'honore pas le Congo. On peut pas, vous avez vu le Premier ministre qui lui a porté cette campagne-là. Il était à la tête de la campagne. Et vous avez vu d'autres ministres aller à gauche, à droite, alors qu'en réalité, nous avons deux ministres j'ai envie de dire, de la coopération, de la coopération. Voilà, vous avez les affaires étrangères et de la coopération. Donc, on a à peu près deux diplomates. Vous avez le président de la République lui-même et d'autres, les conseillers qui l'entourent. Ces deux pouvaient faire le job. Ces deux pouvaient faire le job. C'est vrai qu'on était très en retard, mais on ne pouvait pas, pour un seul candidat, mettre en mouvement tout le gouvernement. Et vous avez constaté que cela a péché. Et un autre élément, c'est que, au départ, le Congo avait déjà accepté de soutenir l'Égypte. Le message est passé partout, est passé donc au niveau de l'Afrique, au niveau mondial, que finalement, le Congo va soutenir l'Égypte. À la dernière minute, le Congo fait un revirement, une sorte de trahison. Finalement, cela a été mal perçu par d'autres États qui ont su, par les voies diplomatiques, que le Congo avait donné son accord. Mais vous avez l'Égypte en tant que pays qui ne peut pas être du même gabarit que le Congo sur le plan culturel et même économique. Et l'Égypte achète des armes en France. Aujourd'hui, il joue un rôle important et stratégique dans le conflit qui oppose la Palestine et l'Israël aujourd'hui. L'Égypte aujourd'hui est le berceau de la culture, on va dire, avec ces pyramides et tout ce qu'il faut. Donc, on peut pas aujourd'hui, quand on regarde tout ça là, à un moment donné, avec tout ce que je vais vous dire, et ce qu'est l'Égypte, cela peut donner plus de poids à l'Égypte. Mais quand on va sur les profils, je l'ai dit tout à l'heure, le profil du candidat égyptien n'avait rien à voir, ne pouvait pas égaler la candidature de Firmin Edouard Matoko. Mais ce que je viens de vous citer, l'image du pays à l'extérieur, l'amateurisme du gouvernement dans l'organisation de cette campagne, et vous avez aussi cette diplomatie congolaise qui ne passe plus depuis quelques années et qui aujourd'hui a deux pôles, comme j'ai entendu un citoyen qui dit, il y a un pôle économique, comme ça a toujours été comme ça, mais deux ministères, celui qui s'occupe de la coopération et l'autre qui s'occupe de Congolais de diaspora et des affaires étrangères. Mais depuis plusieurs années, cette diplomatie manque de moyens. La diplomatie congolaise manque de moyens. Vous avez des diplomates qui ont été nommés jusqu'ici au pays parce qu'ils n'ont pas
pas de moyens pour aller dans leur poste. Vous avez ceux qui ont déjà cessé de travailler, qui sont encore dans les ambassades parce qu'ils n'ont pas de moyens pour venir. Donc, vous avez suivi vous-même le ministre des Affaires étrangères devant les parlementaires déplorer le fait qu'il n'y a pas assez de moyens pour mener à bien cette diplomatie. Voilà. Donc, on peut comprendre finalement que le Congo a eu un très bon candidat, mais il faut que les uns et les autres tirent les leçons sur l'image du pays à l'extérieur, parce que même ceux qui sont les amis du Congo, comme la Chine, comme le Gabon, et même les rapports avec la Côte d'Ivoire, avec le président Ouattara et le président Denis Sassou Nguesso, vous constatez finalement que tous ces pays qui dont le cancer des nations se présente souvent comme les meilleurs amis du Congo, n'ont pas voté pour le Congo. Donc on peut dire finalement que le Congo est un poids-plume face à ces États. Vous avez dit qu'on devrait tirer des leçons, mais que devrait faire concrètement le gouvernement congolais? Il faut commencer à soigner l'image de l'extérieur. Ce qu'on a à l'extérieur se reflète à l'extérieur. Ce qu'on est de l'intérieur D'abord, il faut l'intérieur. Voilà. Vous ne pouvez pas aujourd'hui penser que si dans notre pays, rien ne va, que l'université ne marche pas, nous n'avons pas ce qui peut être attractif sur le plan culturel ou c'est pas économique ou quoi, et que si nous ne gérons pas les choses comme il le faut, mais nous n'aurons pas, personne ne nous respectera à l'extérieur. Il faut que nous commençons à revoir. On a parlé tout à l'heure de l'état de la justice, on a parlé tout à l'heure de l'école, on a parlé de la question des jeunes. Vous savez, aujourd'hui, cette année 2025 et même 2026, les 2 années sont décrétées les années de la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? Et vous voyez, ceux qui sont traqués aujourd'hui, ce sont des jeunes, n'est-ce pas? Loin d'être contre l'opération de la DGSP, parce que la DGSP est arrivée à ce niveau, la police, la gendarmerie, la DGSP est arrivée à ce niveau parce qu'à un moment donné, le gouvernement, depuis 2014, quand ce phénomène a commencé, n'a pas fait des efforts pour l'arrêter. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Depuis 2014, nous parlons des bébés noirs dans ce pays. Ils ont commencé avec des petits actes. Brazzaville n'est pas assez grand pour que l'on ne soit pas capable d'étouffer dans l'œuf ce phénomène de bébés noirs. Mais le gouvernement est resté passif année après année après année, au point où finalement, l'alternative urgente actuellement, c'est ce que fait la DGSP, la police et la gendarmerie. Parce que les politiques ne suivent pas. Même si la DGSP peut aller très loin, éliminer les chefs de gang, mais vous savez que s'il n'y a pas des politiques, des mesures d'accompagnement dans ce que fait la force publique, ou les forces spéciales, la police, la DGSP, et ce que fait la police et la gendarmerie, on va un jour ou l'autre, ce que nous ne souhaitons pas, voir ressurgir ces mêmes mouvements parce que il n'y a pas des politiques qui accompagnent la réinsertion, la réintégration de ces jeunes. On parlait d'Aubéville qui ne reçoit que 400 jeunes, alors qu'il y a plus de 3000 et quelques qui traînent. On ne sait pas combien la DGSP a pu arrêter. Et donc, quand on fait l'addition de tout cela, on est peut-être à plus de 3000 ou à 4000, 5000. On les loge où, on les met où, comment on les réintègre? Il n'y a pas de politique. Et donc, si on ne tient pas compte de tout ça, ceux qui sont les erreurs vont penser que le Congo est un pays où règne l'insécurité, n'est-ce pas? Merci Bruni. Dernière question pour nous séparer. Que devient Firmin-Edouard Matoko après cette élection? Je le disais tout à l'heure, c'est un cadre que nous avons tous découvert, qui était dans l'ombre de l'UNESCO pendant plus de 30 ans à l'UNESCO. Aujourd'hui, d'ailleurs, il a été nommé conseiller du président de la République. Ça veut dire qu'un cadre qu'on peut aujourd'hui utiliser, voilà, au pays. On a besoin des cadres. Le Congo a besoin des cadres. Les mêmes qui sont là, qui ont prouvé leurs limites, qui ont prouvé leur niveau d'incapacité ou d'incompétence. À un moment donné, il faut les déguerpir pour prendre celles et ceux qui sont capables de travailler, eux aussi, renouveler aussi pour voir ce que ça peut donner. Donc aujourd'hui, nous avons découvert que le Congo a des cadres, mais pas les moindres, parce que si nous sommes arrivés quand même à se positionner, il y avait Henri Lopez à l'époque avant lui, et si nous sommes arrivés à ce niveau, finalement,
maintenant, ça veut dire que le Congo a quand même de la matière, a quand même des hauts cadres, quand même des gens intelligents, mais c'est plutôt la politique, la gestion du pays qui doit prendre en compte ces cas. Donc, si demain, on n'utilise pas Firmin Edouard Matoko pour une mission ou pour une autre, ça veut dire que nous allons perdre ce cadre-là, et peut-être qu'un autre État qu'il a découvert va le récupérer, peut-être une autre chancellerie, on ne sait rien, peut-être, mais c'est le temps de le récupérer il a travaillé pendant longtemps à l'extérieur, c'est le temps qu'il s'occupe aussi du pays, mais il faut que les conditions soient réunies pour qu'il revienne au pays de travail. Merci Bruni. Le Congo a perdu une bataille, donnons-nous les moyens dans les jours à venir pour remporter d'autres défis. C'est tout pour ce soir. On se dit à très bientôt pour un autre numéro. Bonsoir.